Le reflet, chez Vanda Mioleac. Théorie, pratique, expression. L'approche par deux côtés. Tu me pousses à réfléchir, chère Vanda, sur un thème qui de longue date nous est commun. Le reflet, à la fois acte et image qui se produit comme de soi. Certes, nous l'abordons avec des moyens différents, bien que l'écriture, lato sensu, le mot comme tel et le mot image, la matière et la transparence induite par la perception sont quelques-uns des déploiements de ce thème qui se retrouvent chez toutes les deux, malgré la distinction massive de nos expressions et des moyens utilisés. Mais cette distinction, je ne la vois pas comme réductrice à la spécificité des disciplines, des arts et des métiers. Elle est au contraire le signe d'une autre différence qui se ferait son passage au sein même de cette communauté thématique. J'y reviendrai sans doute, mais disons d'emblée que cette distinction provient du mode par lequel nous menons notre réflexion et peut-être aussi des sources auxquelles nous puisons pour donner forme à l'expression. Ce mode tient de notre pensée. Il est structurel à notre format mentis, et non moins à la perspective dans laquelle nous plaçons chacune notre travail. Le tien, puisque c'est de toi et de ton travail qu'il est ici question, est un mode de décentrement, de la dissémination, selon le terme de Derrida qui t'est cher, de la fuite en avant, de l'écho qui fausse tous les repères, de la répétition comme moyen de se renouveler perpétuellement. Or, ce mode, qui exploite sciemment toutes les ressources du reflet, se trouve être l'opposé exact de celui dont je me sers en faisant du reflet un moyen de retour du singulier à l'unité intégrante et déterminante pour l'individu. Je reconnais par conséquent dans ton mode de penser et d'agir la face cachée de la thématique que j'aborde et qui peut, sans maîtrise, faire exploser les repères théoriques tout autant que ceux dont dispose la nature des choses, ainsi que tous les outils de langage et de pensée dont je me sers. Notre différence n'est donc pas conséquente à la spécificité inhérente des moyens d'expression. Elle signale, en revanche, une distinction radicale de position en même temps qu'une complémentarité inscrite dans la nature même du thème abordé. Ce n'est pas rien que de trouver en quelque sorte son double par-delà la différence, tout en y décelant une opposition essentielle, une opposition qui laisse entendre que toute distinction, aussi radicale soit-elle, ne signifie pas des contraires en lutte d'extermination réciproque. Mais laissons de côté la question archaïque de la lutte des contraires qui serait, selon les dualismes de tous les temps, le moteur universel. Et restons dans l'enclos dialogal d'une rencontre et des fruits qui en sont sortis et ont mûri. Car il y a bien une raison qui me pousse à me laisser bousculer par cette mise en situation inconfortable de la réflexion. Revenir sur le passé lointain et jauger de la différence radicale au sein même de ce qui nous rapproche tout aussi radicalement, bien que sur un autre registre. J'entends une raison plus profonde que la raison anecdotique de notre rencontre dans le Bucarest de notre jeunesse au tournant des années 1980 et de l'amitié qui s'en est suivie et qui a balisé nos chemins par quelques travaux réalisés au départ en commun. Cette raison première, et qui est au fond la raison même de notre rencontre, plonge à la racine d'une épreuve qui nous rapprochait et dont nous n'étions nullement responsables, puisqu'elle nous était destinalement donnée. Douée de ce que l'on appelle couramment une nature positive, chacune d'entre nous s'est trouvée presque inconsciemment en situation de théoriser son épreuve, en essayant de la prendre comme un défi pour en sortir renforcée. Naturellement, nous avions des métiers différents qui nous ont déterminés à agir et réagir différemment. Essayons maintenant de comprendre comment toi tu t'en es sorti.
déconstruire le logos. On pourrait partir, si tu le veux bien, de l'un de tes moyens préférés et récurrents, le détournement des mots sortis du langage et pris à part, coupés de leur sens obvi et comme réduits à leur seul écho. Mur, écrit en briques. Trace, tracé avec le doigt dans le sable. Réflexe, reflet, construit en plaque de miroir. Puisqu'aucun mot n'est réductible au silence, laissons-lui alors la voix, son cœur battant, mais sous le mode unique de l'écho qui fait venir une parole de nulle part. Considérés comme galvaudés et vidés de leurs habitants, les mots deviennent des coquillages en bord de mer. Tu t'en empares et te sers comme de jouets dépareillés. Ils ont certes une origine et une finalité, mais celles-ci sont effacées, à tel point qu'elles nous échappent et nous obligent à les réinventer. À contresens de la parole, les mots peuvent en effet jouer ce jeu factice d'autonomisation. C'est une étrange pratique, censée renverser la pratique courante du bon sens et de la rationalité propre à notre vieux voisin, le logos. Lui qui ne se réinvente jamais, puisqu'il demeure dans l'être, si ce n'est pas l'être lui-même qui en fait sa demeure, comme disait un vieux philosophe du siècle dernier. Mais cette pratique est elle-même tout aussi vieille que la découverte du logos, car elle réveille l'attention et aiguise les sens pour les faire se réapproprier ce dont la pratique langagière est constamment et inlassablement émoussée. Une telle pratique s'apparente en réalité à ce à quoi on destinait autrefois la théurgie. Et bien avant la théurgie, la poésie elle-même, faire disparaître la loi du nécessaire qui régit le monde et avale l'avenir à l'avance, en le vouant à l'entropie. Aujourd'hui, comme jadis, il nous faut un artiste, un étranger de la cité, un aède, ou encore une prêtresse de Delphes ou de Dodone, qui puisse se réapproprier les mots par un détour, par un estrangement suffisamment étrange, atopique, pour qu'il soit déstabilisant à l'égard du sens commun, et que les mots non seulement redeviennent parlants, mais du même coup fassent parler toutes les choses qui les entourent. Du bruissement des vagues ou des feuilles, comme des pierres du chemin que foulent nos pieds, on réentend alors la langue primaire des mots-images. Mais l'artiste, l'étranger ou la piti, c'est-à-dire le praticien de cette technique de détournement du nécessaire, ne théorise pas cette pratique au risque de la figer. Il découpe et s'approprie des portions de réalité du grand vivant en choisissant celles qui, même mises à l'envers, continuent à vivre leur vie d'organisme, de forme dans la lumière et de mots vivants au rythme du souffle. De même que les mots enlevés ainsi aux tenailles du langage, la peau, les yeux comme des sphères, les bosses et les fentes des corps, et toutes les formes en anneaux se prêtent à la réversibilité et à l'équivocité des rapports entre dehors et dedans. Comme dans la danse que tu as conçue jadis à travers l'entrelacement de deux bandes Möbius vivantes, l'une d'herbe, l'autre à partir d'un corps de femme, le rythme binaire, dehors, dedans, vie, mort, vie, indique la réversibilité et l'absence de limite. Or, pour le logos, la réversibilité et l'illimité sont mortifères, tout autant que la spirale est un piège, un vortex pour celui qui entreprend la vie comme une démarche rationnelle. Mais c'est bien le prix à payer, car c'est ainsi que l'on capte de la réalité tout ce qui peut se retourner sur soi, jusqu'à ce que repères et principes de réalité se perdent, et que du déterminé on obtient enfin l'indétermination, l'irrationnel, la liberté pure, et au fond la possibilité de réduction à l'un. La paix, au-delà du bien et du mal, disait encore un autre de nos vieux voisins. C'est toute la rigueur systémique de l'éthique pratique
qui implose alors, elle en premier, sous le coup fatal d'un relativisme absolu. Mais de ce relativisme mené à son terme, l'esprit ne sort que renforcé. Il n'est nullement étourdi dès lors qu'il a saisi l'absurde dans sa démonstration ultime. Notons cependant que les limites qui sont ainsi franchies par l'artiste théurge ne sont pas celles du monde extérieur. Celui-ci n'existe pas, ni pour lui, ni en soi. C'est donc de l'intérieur qu'il lui faut agir, en rendant l'intérieur réversible sur lui-même et comme incertain, bien qu'en l'occurrence il s'agisse de l'intérieur même du soi, le sien, et celui de tous ceux que le théurge initie par le choc des sens et du regard, pour commencer, puisque celui-ci présente la disposition la plus large à la médiation. Comme le mot, pour paraphraser Gorgias, l'œil est le petit instrument des grandes œuvres du pouvoir mental. Les apparences sont sauves, mais ce sont les apparences d'un monde qui est devenu le contraire du monde, son revers exact. Celui qui se tient à l'intérieur, dans la tête, dans le cœur et dans les tripes, comme dans un miroir. L'artiste que tu es, Vanda, agit ainsi en faisant voler en éclats le semblant, derrière lequel chacun s'abrite tant bien que mal, en faisant son gîte tantôt dans les données de circonstance et tantôt sur les brisées du passé. A-t-on compris à quel point ta pratique artistique est foncièrement révolutionnaire, à la fois comme art et par son but? À quel point elle a été subversive dans la Roumanie de la fin du règne communiste, tout autant qu'en France dans les 30 dernières années, ou du moins à quel point elle a été dès le début contestataire des normes, au-delà de l'expression qui fascine tout regard de Narcisse, et de la théorie qui ne peut que rester en suspens précisément parce que tu cherches, à contre-courant, à théoriser l'indétermination et à en faire le rempart de toi-même et de ta liberté de théurge, contre vents et marées qui s'engouffrent dans le nihilisme du bon ton ambiant. A-t-on compris aussi à quel point ta pratique artistique emprunte des habits théurgiques et initiatiques au fond, précisément parce qu'elle ne se contente pas de se donner à voir en spectacle, mais qu'elle veut apprendre au monde à se voir par lui-même, ce qui le tient, tandis que le monde se voile le plus souvent la face en se croyant ainsi à l'abri de ce qui le met en cause en le conditionnant. Il te fallait pour ce faire déconstruire le bonhomme nouveau, mettre à nu le travailleur sagace au regard rendu esclave des apparences, dénoncer les travers des croyances et de la fausse liberté des mœurs de l'avoir, de la propriété et du pouvoir pris sur le vieil adage de la liberté d'expression. Cependant, faire exploser les frontières idéologiques sans en avoir les repères de leur étendue, t'a demandé de sacrifier aussi le sens des mots et d'ouvrir les vannes intérieures de la rationalité qui détermine l'individu. Le miroir et la gorgone. Une légende bogomile, proche des topoi gnostiques et de notre pays d'origine, raconte que la terre était transparente, jusqu'au moment où, Caïn ayant tué son frère, il a fallu enterrer le cadavre d'Abel, le berger. La matière est alors devenue opaque, comme la chair s'est révélée du même coup mortel et la jalousie meurtrière. Dieu assigna différences essentielles et distinctions formelles au monde qu'il venait de créer pour couvrir la face d'un crime dont il était la raison ultime. Demeure cependant un souvenir de ce temps où la terre était transparente et le temps à peine rythmé par les labours d'une matrice dont la fécondité s'étalait au grand jour. C'est la parole qui a gardé dans sa chair de mots le souvenir de cette transparence matérielle d'un monde tout entier de lumière réfléchie. Qu'il me soit permis de formuler ainsi une suite à cette légende dans laquelle s'entretissent les cosmologies sémitiques et helléniques.
Le langage porterait en lui le souvenir de cette matrice transparente dans laquelle évoluaient les êtres dans leurs corps indifférenciés, s'identifiant tantôt à des actes intellectifs et productifs, tantôt à des concrétions de passion mettant en mouvement les membres et donnant aux gestes leurs expressions. Mais le langage a lui-même peu à peu perdu sa transparence. Il est écrit, gravé, tracé, appris par cœur, divisé en langues et recomposé en formules. La dernière étincelle de cette transparence gît-elle encore dans les mots eux-mêmes, arrachés au discours et remis dans leur bain, dans leur condition première, celle de réfléchir les choses qui s'expriment dans et à travers leurs sons. Les images attestent de ce lointain souvenir de la transparence du monde reflété dans l'écho des mots. Elles réfléchissent en effet tout ce qui s'y miroite, rassemblant parfois la totalité dans l'œil d'un miroir qui concentre la rotondité de l'ensemble et défait simultanément les frontières topographiques. Mais les images, contrairement aux mots, sont des miroirs dynamiques, roulant en permanence la sphère de leur œil magique. Ainsi peuvent-elles faire vivre, comme elles peuvent noyer ou pétrifier. Tu te sers à merveille, chère Vanda, de toutes ces vertus vivifiantes et mortifères des images, en plaçant toujours au centre d'un lieu l'œil du miroir qui voit tout, se fond dans le tout, concentre le ciel et la source de lumière, et ne donne en même temps prise à aucun discours, hormis celui du geste de monstration muette, propre à toute surface catoptrique. Le miroir construit le lieu qu'il montre. Mais ce lieu n'est rien d'autre qu'une transparence à peine rendue présente à l'œil, semblable à cette terre première, sans aucune emprise et sans frontières. Certes, tu manipules avec art des illusions visuelles. Cependant, ces illusions ne sont pas des faux semblants. Elles sont l'image de ces mots transparents par lesquels le monde parle visiblement. J'entends par monde la réalité de tous les vivants qui se trouvent dans le champ de la vision concentrée dans tes miroirs sphériques, miroirs placés toujours dans un sein de la terre, au milieu, comme s'ils étaient en même temps des sources qui animent et des trous qui aspirent vers l'infini. Comme dans la légende Bogomil, la terre devenue opaque trace une limite, dont l'expression est celle de l'opposition entre le visible et l'invisible, tandis que le sens se dévoile être celui d'une temporalité devenue linéaire. Seul le reflet peut dorénavant inverser le sens de cette linéarité univoque et donner aussi à voir par la médiation d'un revers la face cachée désormais. Mais cette possibilité du reflet comporte un risque. Elle fige ce que montre le reflet, ou au contraire, elle enlève, ravit, soulève avec le regard fixé sur lui, l'être même qui le regarde. Le risque de la pétrification, comme celui du ravissement, reviennent au même. L'œil n'est plus l'organe de la vie, mais l'instrument du néant, le moyen qui tue le souffle de l'esprit. Les apparences s'enchaînent et se démultiplient en échos. Chacune engendre le multiple à partir d'une singularité qui ne connaît pas son nom et son identité. Le reflet produit alors l'oubli, ou du moins en offre la condition de possibilité, sans assurer pour autant un garde-fou. Il n'y a plus de combat, plus de guerre invisible à l'adresse des idoles, mais une paix qui a tout d'une capitulation. La centralité fantasmée du lieu grec. Le lien avec le paradigme grec est l'une des obsessions majeures que nous avions tous, ou presque, dans le milieu bucarestois de cette intelligentsia de la Roumanie éternelle, celle d'avant comme celle d'après la guerre. Derrière la latinité reconnue sous des aspects bâtards au fil des croisements divers, il y avait, on se berçait à le croire, un lien immémorial avec une culture spirituelle. Notre axis mundi passait par là, et nous aussi nous étions là,
nous tenant dans la verticalité d'un mystère jonché de noms grecs, de concepts, de dieux et de lieux. Notre langue de culture était le grec. Parlé ou non, il était du moins rêvé, les yeux fixés sur ce phare de lumière méridionale presque aveuglante dans la nuit de nos errances boréales, ou dans le désert où sévit le démon de midi. La nécessité absolue de la centralité, la matrice formelle d'une disposition du tout en croix grecque dans l'égalité de toutes les dimensions qui assure à la centralité une perspective ronde comme l'horizon sur la mer, et la rencontre cyclique des ancêtres à la table d'une scène mystique perpétuelle, déployant dans le monde le divin en guise de nourriture donnée à ses semblables, sont peut-être les trois grandes obsessions thématiques dont on retrouve les expressions chez les artistes, les écrivains, les penseurs, les orateurs et leurs fidèles auditeurs roumains assoiffés de certitude. Avec réserve critique ou pas, nous étions, nous aussi, chère Vanda, parmi ceux-là. On ajouterait peut-être à ces trois obsessions culturelles majeures une quatrième, celle de l'éternel retour. Mythe grec, folklore roumain et postmodernisme nietzschéen faisaient la ronde dans les écrits et les salles d'exposition, souterraines ou en plein air, allusives ou de plein pied. Une forme de contestation dans cette recherche quasi névrotique de fondements spirituels était-elle une expression de la résistance à l'égard d'une idéologie fantoche et d'une misère toute relative, car impuissante à forcer la décision s'il valait mieux vivre ou mourir dans le ghetto communiste? Malgré la distance prise, je témoigne de son envergure, mais suis bien incapable de trancher. Retenons cependant que ce fantasme du lieu grec, placé au cœur d'une culture qui a connu relativement peu de contacts directs, relève une propension toute particulière à associer mots, images et reflets au mode propre de penser le monde dans sa globalité sublimée en esprit, et en faire part à travers toutes les expressions dans la création artistique de type visuel, musical ou littéraire, voire poétique. Sans généraliser à outrance, il y a comme un courant commun qui entraîne l'imaginaire d'un Nikita Stănescu, le poète le plus important de notre génération, n'est-ce pas, Vanda? Celle du compositeur Octavian Nemescu, dont tu as été l'illustratrice des pochettes de disques, celle des sculpteurs et des peintres comme Paul Neagu, Horia Bernea, Sorin Dumitrescu ou Ovidiu Maitek. Vers une synthèse à chaque fois originale de grécité archaïque et byzantine, de tradition carpatine bien forestière et de modernité puissante exprimée par l'audace même de cette synthèse qui simultanément conserve et transforme tout ce qu'elle emprunte, en produisant comme la vie une mutation permanente. Encore une fois, je ne veux ni comparer ni généraliser, mais j'essaye de comprendre le dispositif dont relèvent des œuvres diverses, protéiformes et pourtant dominées toutes, les tiennes comprises, par un air de famille qu'elles ne pourront jamais cacher et qui les associe immanquablement à une racine olympienne, marbrée de couleurs de ciel, d'encre marine et d'ocre de terre, et pourtant transparente comme les veines qui alimentent le grand vivant. Est-ce une propension spécifique aux cultures dites traditionnelles, celles qui ne se sont pas résolues à rompre la chaîne d'or, ou un déterminisme local faisant du reflet, et en somme du retour sur soi, la version courte du long chemin cathartique de la diégèse des malheurs que l'art recueille, et dont il fait aussi sa pâture? Quoi qu'il en soit, pour toi, chez toi, le reflet joue un jeu double. Il centre le monde et décentre l'œuvre. Il conjugue les données et en dissocie l'image. Il est à la fois centripète et centrifuge. Tu as un pied ici et un autre là, accordés chacun à une pensée qui te pousse à enjamber la séparation factice entre un monde réflexif, retournant tout vers soi, et un autre écervelé, courant à rattraper son image dans le vent.
Ce double jeu, tu le mènes parfois de manière violente, presque meurtrière, comme un piège pour le vivant. Et parfois ce jeu est subtilement ironique, faisant fi du sérieux du concept par une répétition qui met en boîte la recherche d'un principe du principe. L'argument critique que les philosophes de l'Antiquité appelaient du nom du troisième homme, celui qui serait le principe des principes du singulier et du genre en même temps. Mais au-delà de ce double jeu, propre d'ailleurs à sa nature, le reflet te sert essentiellement à une opération unique, celle de désobjectivation de la chose dont tu mets en scène le reflet. C'est une démarche programmatique, je crois, qui consiste à ne pas fixer l'image dans un cadre ou dans le geste qui la produit, ni même dans le regard de celui qui la découvre. Le reflet indique que l'acte et l'image sont toujours ailleurs que là où on les attend. La désobjectivation a cependant aussi un autre rôle. Elle enlève le poids d'une image considérée comme moyen, de l'image prisonnière de son référent, de l'image reflet de l'existant. Cet acte s'apparente à celui qui définit l'éros. Nous sommes encore en Grèce archaïque et socratique. Ce que nous aimons n'est pas vraiment l'aimer, mais l'amour lui-même, désobjectivé, est devenu ainsi parfait, puisqu'il se réduit à nous mettre sur les traces d'un autre que nous-mêmes. Or, de cet autre, nous n'avons que les traces, et le savoir que ces traces sont un reflet de ce que nous avons en nous-mêmes et qui encore nous échappe. Sinon, pourquoi serions-nous à l'affût et en chemin ?